pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, quelle fierté de vivre dans un pays qui a inscrit la bioéthique dans son histoire législative. Et le Sénat n'y est pas étranger. Beaucoup de pays nous envient. Certes, ce ne sont pas des sujets faciles, ça a été dit par tous mes collègues qui sont passés à cette tribune, parce que les avancées surviennent dans un contexte mondialisé où la confiance dans les sciences et dans la médecine vacille. Mais depuis 1994, saluons l'intérêt que suscitent ces débats avec l'émergence de nouveaux acteurs. L'Agence de biomédecine, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et bien sûr le Comité consultatif national d'éthique, sans parler des comités d'éthique qui existent partout là où les questions se posent. Et oui, on peut le dire, notre démocratie respire et inspire. La société fait débat et le débat fait société. Pour tout dire, peut-être comme beaucoup d'entre vous, je doute. Je redoutais aussi ce texte. Est-ce une faiblesse? Est-ce une force? Là n'est pas la question. Mais sur ces questions de bioéthique, j'avoue, je partais avec un capital de doute énorme. Aussi, j'ai participé activement aux travaux de la commission spéciale. Car prendre ses responsabilités, c'est sans doute mieux cerner les enjeux. Prendre des décisions, c'est comprendre la réalité, sa perpétuelle évolution et ses questions sociétales qui s'y rattachent. Je tiens à saluer mes collègues de la commission spéciale pour l'infini respect qu'ils ont porté à la parole et aux convictions de chacun pendant nos travaux. Empathie, respect et humilité, telles sont mes boussoles pour l'examen de ce texte. Venons-en maintenant au contenu de ce projet de loi de bioéthique. L'article 1er tend à éclipser les dizaines d'articles qui lui succèdent, alors qu'ils auront à minima un impact tout aussi important sur la société. L'autoconservation des gamètes, l'utilisation de l'intelligence artificielle, des diagnostics prénataux, la favorisation des dons croisés, et j'en passe. Il vise à élargir l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes célibataires, comme dit Véronique Guillotin. J'y suis favorable. Cela relève beaucoup de l'intime, de notre éducation et de nos parcours personnels. Mon choix m'appartient. Il n'est en aucune façon celui de chacun des collègues de mon groupe. Chacun a son cheminement, chacun a ses convictions et tout choix est respectable. L'idée que ce débat aurait pu être séparé de l'ensemble de la loi de bioéthique est à mon avis une échappatoire. En réalité, l'AMP a été inscrite dans la loi de 1994. Il est donc tout naturel que nous en débattions à nouveau lors de cette révision. Revient souvent l'argument que d'être élevé par un couple de femmes ou une femme célibataire serait nier l'importance de l'altérité. C'est sans doute une comparaison un peu forte que je vais faire, mais mon expérience auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de mon département m'apporte malheureusement souvent la preuve que l'altérité n'est pas toujours heureuse. Par ailleurs, nous observons que la famille est aujourd'hui multiforme. Le nombre de familles monoparentales ne démontre pas non plus une éducation défectueuse ou altérée. L'établissement d'un projet parental ne garantit pas sans doute une excellence dans la future parentalité, mais je pense qu'il assure une intention réfléchie et construite. Pour certains couples hétérosexuels, d'ailleurs, on pourrait se poser la question de l'élaboration d'un projet parental. Si la commission spéciale a maintenu l'extension de l'AMP dans le texte, je regrette qu'elle en change fondamentalement l'esprit, en introduisant le critère d'infertilité ou de non-transmission d'une maladie d'une particulière gravité aux couples hétérosexuels. Contrairement au projet de loi initial, cela tend à créer deux types de bénéficiaires de l'AMP. D'autre part, ce sentiment est renforcé par l'amendement 181 qui tend à distinguer les bons bénéficiaires, c'est-à-dire pour raison médicale, et qui donc bénéficieront de la prise en charge par la sécurité sociale de toutes les démarches d'AMP, des mauvaises bénéficiaires, les couples de femmes et les femmes seules qui ne répondent pas à ces critères et ne seront donc pas prises en charge. Est-ce juste ?
Il est bon de le rappeler, l'homosexualité n'est pas un choix. Aussi, comment peut-on refuser cette prise en charge solidaire par la sécurité sociale à ces femmes qui souhaitent avoir un enfant ? J'ai déposé 2 amendements pour corriger cela. C'est d'autant plus regrettable que ces amendements empêchent de débattre, en tout cas dans un premier temps, la commission spéciale, de l'AMP post-mortem. Or, dans des conditions d'encadrement équilibrées, il me semble opportun d'ouvrir cette éventualité à des situations certes rares, mais inhumaines. En effet, est-il concevable de dire à une femme qui s'est engagée avec son conjoint dans une procédure d'AMP qu'elle a le choix, en cas de décès de celui-ci, entre détruire leur embryon ou les donner à un autre couple, alors même que l'AMP est ouverte aux femmes seules et qu'elles pourraient s'engager sur une AMP avec tiers donneur. En revanche, je me félicite que la commission spéciale ait pu répondre à un certain nombre d'avancées. Il s'agit tout d'abord de la mise en place par l'article 14 d'un régime de déclaration préalable pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines. Il s'agit d'une mesure attendue par l'ensemble des scientifiques auditionnés qui les protégera contre des attaques juridiques systématiques. Je pense que les débats seront riches et on peut encore évoluer. Comme le souligne notre co-rapporteure Corinne Imbert, cela permet ainsi d'acter la différence de nature de ces recherches avec celles sur l'embryon, qui continueront de faire l'objet d'un régime d'autorisation, ces dernières soulevant des enjeux éthiques d'une autre nature. Enfin, je soutiens la proposition également de Mme Imbert d'autoriser à titre dérogatoire et dans le respect des principes éthiques le développement in vitro d'embryons jusqu'au 21e jour, dans le souci de permettre des avancées dans la compréhension du développement embryonnaire. Il s'agit d'une autre demande des scientifiques auditionnés. Sur ces points, nous allons plus loin que l'Assemblée nationale et le Gouvernement, et nous aurons l'occasion d'être, en tout cas, en débat sur le sujet. J'en viens maintenant à la médecine fœtale et au diagnostic préimplantatoire, autre sujet très sensible examiné par le Comité consultatif national d'éthique. Je dois dire que l'audition de Mme Alexandra Benaki, présidente de la Fédération française des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, a été particulièrement remarquée et a suscité une certaine adhésion. Sur ce sujet, le spectre de l'eugénisme revient fréquemment avec la crainte de la sélection des embryons. Il est, à mon sens, infime face aux encadrements posés par l'Agence de biomédecine. Aujourd'hui, il faut avoir souffert pour bénéficier d'un diagnostic prénatal. C'est le terrible constat posé par Mme Benaki. À l'heure actuelle, le diagnostic préimplantatoire pour la recherche d'aneuploïdie ne peut être réalisé que pour rechercher une pathologie génétique ciblée dont est porteur l'un des parents. Cela signifie qu'il faut d'abord avoir un enfant gravement malade pour pouvoir vérifier que les suivants ne le soient pas. L'avantage du DPI-A est multiple. Il permet d'éviter de recourir à une interruption de grossesse, de ne pas stimuler plusieurs fois une patiente déjà âgée, mais également d'éviter des fausses couches et de l'exposer à des risques de thrombose ou de cancer à long terme. Enfin, la France dispose de résultats moins bons en termes d'AMP que ses voisins du fait du non-recours au DPI-A. Aussi, je soutiens l'amendement de Corinne Imbert qui développe une vision éthique vis-à-vis des femmes et qui permettra d'éviter de multiples implantations infructueuses en proposant de recourir à cette technique à titre expérimental. Je regrette cependant que pour des conditions de recevabilité financière de l'amendement au regard de l'article 40 de la Constitution, il est précisé que ce DPI-A ne puisse donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, alors même qu'il augmente les résultats d'AMP. Rapidement, je me félicite de l'adoption en commission spéciale de l'amendement de notre co-rapporteur Olivier Henno qui encadre le recours aux tests génétiques exclusivement à visée généalogique. Il n'est pas responsable de maintenir l'interdiction absolue des tests génétiques commerciaux, puisque cela permet aujourd'hui à des sociétés étrangères d'engranger des données génétiques personnelles en dehors de tout contrôle et sans conseil délivré par des professionnels qualifiés. J'émettrai enfin un regret. Ce projet de loi de bioéthique ne nous a pas permis d'aborder les problématiques grandissantes de santé environnementale. Le CCNE avait tenté d'inclure cette problématique sans succès. Pourtant, de vraies questions éthiques se posent avec le développement des nanoparticules, de la notion d'effet cocktail et la latence des polluants. Pour conclure, je souhaite que nous puissions débattre sereinement de ces problèmes éthiques parfois très complexes
mais qui ont des réalités très concrètes pour nos concitoyens. Alors je ferai appel aussi à Montesquieu, qui a écrit: « Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie. Il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. » Alors soyons curieux, écoutons-nous, respectons-nous, afin d'élaborer ensemble un texte juste qui soit le reflet des évolutions de notre société et qui anticipe celles à venir. Merci. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est au président Philippe Bas pour le groupe Les Républicains.